Une émission Entreprendre, une fois de plus, je dirais, à distance. Monsieur Aldo Stéron, je suis ravi qu'on ait ce moment ensemble. C'est vrai que quand on va sur les réseaux sociaux, qu'on aille dans nos librairies ou sur les librairies en ligne, on est un moment ou un autre tenu de rencontrer, je dirais, un observateur de notre société, un trublion qui suscite quand même quelques grattages neuronaux, parce que finalement, on va y revenir sur un parcours. Aldostérone s'est vraiment fait une place, en tout cas, auprès d'auditrices et d'auditeurs. Et je l'évoquais, qui aiment avant tout la curiosité, qui aiment se malmener au sens positif. Beaucoup de détracteurs, pour toi Aldo, je trouve, parce qu'on regarde là aussi ce qui se passe autour. C'était quoi? Il y avait une nécessité personnelle de s'engager, de regarder ce monde, cette société, et d'en traduire, je dirais, au-delà de ses plaisirs, ses souffrances, malheureusement. Oui, absolument. Moi, je veux devenir, je veux devenir le bras vengeur de la vérité. La vérité a besoin d'être vengée. Nous baignons, nous vivons dans le mensonge. Et à un moment donné, tu sais, j'ai grandi en Algérie, j'ai Oui. grandi à l'époque de la guerre froide, donc le mensonge d'État, les magouilles, tout ça. Bon, voilà, hein, c'est pas. Je connais, on en a vu passer. Si je m'installe ici ou je me mets dans le divan d'un hypnotiseur et je commence à raconter tous les mensonges que j'ai entendus, je parle des mensonges avérés. Bah, je peux faire une thérapie pendant, pendant 5 ans. Plusieurs générations, j'allais Maintenant, dire même. oui, c'est une génération, tous les gens de ma génération, toi, tout le monde se reconnaît là-dedans. Mm. On a grandi dans le mensonge. Maintenant, c'est quand même un devoir, je dirais, de sortir les poubelles. C'est un devoir de nous reconnecter avec nous-mêmes, de nous reconnecter avec notre âme, de retrouver l'espoir, de retrouver le goût de vivre, de retrouver des lendemains meilleurs que hier. Parce que malheureusement, on est en train de nous enfoncer dans une situation où presque on a cette impression que chaque année nous fait regretter celle d'avant. Mm. Donc là, par exemple, on est en 2024, nous avons des raisons objectives de nous plaindre, et j'ai peur qu'on aille en 2025 et on dit ah, 2024, c'était pas si mal que ça, hein, quelle nostalgie. J'ai envie que ça s'arrête, j'ai envie que ce cycle s'arrête, et je pense que les cycles vicieux, hein, c'est des cycles, c'est des cercles, on peut les briser n'importe où. Moi, je vais les briser au niveau du mensonge. Voilà, moi, je les casse là, et je pense qu'à partir de cet endroit, il y a beaucoup de travail à faire. Voilà. Je le crois. Alors, beaucoup de travail, j'allais dire aussi du risque. On va pas rentrer dans l'intimité de chacun, de chacune, bien évidemment. Mais c'est vrai que dès qu'on se met un tantinet à dos des gens qui pèsent par l'économie, qui pèsent par le politique, on a beau, je dirais, se dire, on est dans des sociétés républicaines où le droit de presse est là, mais on sait que c'est assez coercitif. J'allais dire sans se mettre en danger encore physiquement, bien que, on se met quand même en danger peut-être économiquement, socialement. Cette prise de position en tant qu'influenceur, c'est pas neutre. Non, c'est pas neutre du tout, mais par rapport au risque, j'ai envie de te dire, Eric, par exemple, les livres que j'écris, les prises de Je vais position y venir, ouais. Mm. que je prends, c'était des choses qui étaient en moi il y a 10 ans. Sauf qu'il y a 10 ans, je ne pouvais pas m'offrir le luxe de le faire, tout simplement parce que j'étais employé, j'étais salarié, j'allais chaque matin au bureau. Ouais. Et il y a malheureusement ce risque économique. J'avais peur que, je peux le dire aujourd'hui parce que je m'en fiche, j'avais peur que, par exemple, des prises de position jugées extrêmes, et Dieu sait qu'aujourd'hui, nous sommes toujours l'extrémiste de quelqu'un, hein. Même Mm. si on dit bonjour madame, déjà, hein, déjà, il y a de quoi appeler la police. Eh ben, j'avais peur que tôt ou tard, que ceci vienne, remonte là où je travaille, et puis comme les entreprises sont très woke, il y a la cancel culture, c'est une réalité. J'avais peur qu'un jour je me retrouve débarqué, qu'on me dise écoute, tes prises de position en ligne, là, notre entreprise ne peut pas tolérer ça. Voilà, j'avais Bien peur de sûr. ça. Mm. Aujourd'hui, bon, je suis indépendant, je travaille pour moi-même. Voilà, il y a moins de prise sur moi en termes de ces histoires de chantage ou autre. Alors, j'allais dire, pour faire un clin d'œil avec un tout petit peu d'humour, j'allais dire que malheureusement, si on aime aldostérone, il faut re-rentrer dans le système, il faut aller acheter une bibliothèque chez Ikea, parce que, j'allais dire, prolixe, beaucoup d'ouvrages. Je voulais démarrer avec un qui m'a fait marrer, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais marché sur la Lune. On était sur les pas d'un monsieur que j'apprécie aussi, qui est Rock Soccer. Je sais pas si son magazine Top Secret a inspiré, mais il a été, dès les années 2000, je dirais, alerté sur l'idée de l'ISS, sur l'idée que nous ne soyons pas allés sur la Lune. Fallait-il oser? Parce que bon, j'ai vu qu'il y avait là aussi dans cet ouvrage bon nombre d'histoires
qui avait fomenté pendant des décennies. C'était quoi? Il fallait purger aldostérone de ça, de cette quête lunaire. C'était quoi la démarche? Alors, l'idée, l'idée, en réalité, a commencé comme ça. Je me suis dit, bon, il va falloir qu'on commence à travailler sur le mensonge, il va falloir qu'on aille, maintenant qu'on y va, et je me suis quelque part, pour utiliser un mot à la mode, radicalisé. Hum, Ça signifie aujourd'hui, par exemple, je ne suis plus là pour débattre des mensonges de système, je suis là pour les détruire. C'est fini l'époque des palabres dont on parle, tout ça, je ne parle plus. Maintenant, je détruis au bulldozer. Alors, ok. je me suis dit, je vais prendre un mensonge facile, un mensonge sur lequel il n'y a pas nécessairement une émotion particulière qui est rattachée. Je me suis dit, je prends le mensonge Apollo, qui est gros quand même, Hum, qui se démonte comme on tire sur un éléphant coincé dans un couloir. Je veux dire, c'est même pas, c'est presque du braconnage hein, d'attaquer Apollo, hein, parce que franchement, ils ont menti tellement gros et tellement mal que n'importe qui, les gens qui y croient, c'est des gens qui juste n'ont pas regardé la version officielle. Moi, je dis même pas regarder chez les complotistes, regarder la version officielle. C'est un conte naïf, c'est du Walt Disney. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, je commence par ça. Pour moi, en termes de mensonges, sur 5, hein, si je mets 5 étoiles, je mets une échelle à 5 étoiles, c'était une étoile sur 5. Je me suis dit, bon, c'est un truc pour débutants. hum. Finalement, je m'étais trompé. Je m'étais trompé parce que j'ai réalisé que moi qui pensais que l'histoire d'Apollo, bon, c'était une affaire réglée, c'était bon, juste on va juste nettoyer le terrain et avancer. J'ai réalisé que beaucoup de gens étaient encore coincés là. Alors, si des gens sont coincés dans les années 60, on va faire quoi quand on va leur parler du nouvel ordre mondial, quand on va leur parler du 11 septembre, quand on va leur parler des guerres par proxy, des Oui. révolutions colorées? Hum. Je vais dire, voilà, comment on va faire? Comment on va faire si les mecs sont toujours coincés encore, c'est au niveau de la Lune. Et il faut avancer, les gars, il faut avancer, voilà. C'est pour ça que je démarrais Et avec cet ouvrage, parce que je voulais avoir ce retour sur Terre. Alors forcément, l'atterrissage est un peu chaotique. C'est vrai qu'on est brassé. On est quoi? On a le sentiment dans nos sociétés, je veux dire, qu'on a un temps de cerveau disponible de plus en plus réduit. J'aime à dire sur NTV que l'Homo sapiens sapiens, en tout cas, s'est effacé au profit d'un Homo sapiens numeriscus. On voit bien que ce temps consacré, ce temps à l'autre, ce temps à l'information, il y a un paradoxe. On en est couvert, on est submergé d'informations, mais les algorithmes sont bien faits en tout cas. On est distillé au compte-gouttes et finalement, quoi, on est là comme des bestiaux humains avancés dans une société un peu stérile. En fait, oui, c'est vrai qu'il y a deux choses. On est submergé d'informations, donc on est sous des torrents d'informations. Je pense qu'aujourd'hui, en une semaine, je dois consommer plus d'informations que mes grands-parents durant toute leur vie, hein, Certainement, ouais. forcément. Et nous sommes tous pareils. Dans ce torrent d'informations, il y a du vrai, du faux, il y a du toxique, il y a de la pub, il y a du marketing, de la manipulation, tout ça. Donc, après, il faut pas un cerveau, il en faut 1000. Hein, il faut 1000 cerveaux pour pouvoir trier tout ça. Voilà, la vie étant ce qu'elle est, on a des enfants, on a un travail, on n'a pas le temps d'aller dans le détail. Alors, paradoxalement, j'ai réalisé que, et c'est pour ça que mes dernières interventions se font plus par livre que par YouTube, par exemple, parce que j'ai constaté qu'une fois qu'on a un livre, on s'arrête, on se Mhm. calme et on est là, on tourne les pages et on revient à autre chose. On revient peut-être à une autre forme, peut-être surannée, ancienne. Certains diraient has-been, dépassé de consommer de l'information. Mais néanmoins, on peut consommer de l'information de qualité. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir ce temps de qualité avec les gens, que Ouais. malheureusement, on n'a pas toujours dans une vidéo YouTube. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a du punch. Les titres, ils sont là. Ça sonne, j'allais dire, comme au cinéma. Escrologie, les nouvelles religions, je les ai sous les yeux. Toxique. Enfin, je veux dire, ça envoie. Là aussi, enfin, je dirais au-delà d'une stratégie en tant que. Je ne sais pas si le terme influenceur te colle à la peau. Est-ce que c'est. Si tu. J'aime pas trop influenceur, moi, parce que je pense pas que ce soit. J'aime pas trop. Bon, on est. J'aime pas trop Ouais. non plus, même s'il me colle à la peau, même si Ouais. certains me disent non, non, tu m'influences parce que Je dirais les livres, observateur, moi, moi. Observateur critique. ouais, observateur, critique, auteur, ce qu'on veut, mais j'ai jamais revendiqué le mot influenceur. Quand je pense Hum, influenceur, je pense à des gamines, à des gamins de 17 ans qui dansent sur TikTok. Je sais pas pourquoi, c'est la première chose qui hum. vient. Mais une fois, j'étais dans une table à Paris. On mangeait avec des gens très sérieux d'ailleurs. Et j'ai dit, je suis pas influenceur. Et il y a un autre qui me dit, non, tu peux pas dire ça. Tu m'as influencé. J'ai regardé tes vidéos et j'ai changé de position sur beaucoup de choses. Ouais, ouais, pas idiot, hein. Voilà. Hum. Ouais. Donc, l'influence, c'est là. L'influence, c'est là, même si ce n'est pas revendiqué.
Ouais. Alors c'est vrai, alors au-delà de cette influence, j'allais dire agitateur neuronal, bien évidemment, parce que on parlait de curiosité, c'est peut-être finalement une des souches dans notre ADN d'humain, j'allais dire de blanc aussi, parce que bah, on voit bien que ce monde, il est quand même chaotique, on veut nous confronter. L'actualité va dans le sens, j'allais dire, d'aldostérone, parce que notre gouvernement vient de sauter. Monsieur Donald Trump va faire dans quelques semaines, en tout cas, son retour. On voit bien que l'actualité travaille pour des gens comme toi, parce que moi j'allais dire, voilà, c'est pas possible. Comment on peut avoir de tels scénarios tous les jours? C'est du pain béni, tout ça, ce qui se passe dans ce monde. Oui, c'est du pain béni, mais d'autre part, moi, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je Bah fais non. qu'observer le monde. Mm. Et je l'observe au-delà de l'idéologie, au-delà des dogmes, au-delà de la désinformation. Donc, forcément, et ce qu'on dit aujourd'hui, des fois, ce qu'on dit sur Twitter, on dit la différence entre une version officielle et une conspiration, c'est 3 mois. Tout simplement, aujourd'hui, quand on aligne les informations, quand on observe, quand on utilise son bon sens, son expérience de vie, ces lectures, ces discussions, ces conversations avec des gens qui sont bien informés et tout ça, et qu'on construise de manière citoyenne une idée sur quelque chose, ben, ceci s'appelle la conspiration. Ça Mm. signifie c'est du terrorisme. Pour moi, c'est du terrorisme intellectuel, ça. C'est une manière de dire, écoute, t'es citoyen, tu votes comment on te dit de voter, la version officielle, on te la livrera à la télévision à 20h, tu écoutes, tu te tais. Si tu parles, tu deviens un paria, tu deviens un haineux, un extrême droite ou un extrémiste quelconque, hein, extrême droite ou extrême gauche. Moi, j'ai été traité d'extrême gauche à extrême droite, hein, je les ai tous eus. Jamais on m'a traité d'extrême centre, hein, bon, ça va peut-être finir par arriver. Mais voilà, oui, non, il faut se bouger, faire ça. C'est un devoir citoyen en réalité. C'est Bien sûr. citoyen ce que je fais. J'allais dire, j'avais deux aspects te concernant. J'allais dire, voilà, il est maître de ses idées et il dispose de son discours. J'allais dire, aldostérone, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui finalement fomente ses idées, mais aussi qui les exprime avec forcément, là aussi, sa personnalité. Euh, Est-ce qu'il y a dans l'ambition d'Aldo, je dirais, demain, de constituer une équipe, c'est-à-dire d'avoir là aussi, parce qu'on voit bien qu'il y a une genèse, je dirais, d'information, peut-être une genèse je dirais, d'émission, où finalement demain, au défaut d'être seul, une équipe est là, documentée, regardant ce monde et finalement le nourrissant, ou finalement pour l'heure, c'est toujours, je dirais, ce Aldo, en tout cas, qui joue et qui regarde le monde et qui nous le transmet. J'ai l'impression de vivre dans un phare, j'ai l'impression d'être un solitaire, même s'il y a Ouais, beaucoup de gens qui m'apprécient, qui me suivent, qui communiquent avec moi. J'ai cette impression d'être un solitaire, de sorte que, tu vois, tu me dis, est-ce que tu te vois avec une équipe autour et faire du travail en plus de, je veux dire, plus organisé, plus structuré, plus corporate, comme j'aurais ouais, envie de dire, ou plus collectif. plus collectif. Autant je suis prêt à collaborer avec des gens, travailler avec des gens, et dire je suis très ouvert, hein, quand les Ouais, gens me contactent pour discuter avec moi ou échanger ou faire une émission et tout, en général je réponds présent. Mais autant industrialiser ce que je fais, je suis même pas sûr que ce soit industrialisable. ouais. Je suis même pas sûr que ce que je fais soit industrialisable. Moi, je me réveille le matin, j'écris mes livres, je suis sur mon bureau, j'ai les jambes contre le mur, ou bien je suis dans un navire. Je voyage beaucoup en navire ces derniers temps. D'ailleurs, j'ai même créé un canal pour partager mes voyages parce que une bonne partie de mes livres s'écrivent sur des navires. Parce que Ok. c'est une manière de me déconnecter. J'ai trouvé que j'étais beaucoup plus productif, beaucoup plus inspiré Hmm. quand quand je suis dans un navire qui est quelque part et 360 degrés autour, il n'y a que de l'eau. Donc, quelque part, je ne suis pas dans une idée d'aller vers des équipes, je suis plutôt en train de m'isoler, Ouais. si je puis dire. J'allais dire, parce que même s'il y a ce sentiment de s'isoler, je reprends un livre qui a quasiment un an, c'était sur les nouvelles religions, tu parlais du Covid, on parlait du wokisme, on voit bien, en tout cas, comment ça vient, plus qu'une empreinte, j'allais dire, marquer là aussi nos sociétés, quasiment à nous opposer des fois les uns avec les autres, et même au cœur des mêmes familles, on en est devenu des fois à des analyses des fois un peu terribles. Il y a quand même une vision, parce qu'avec un an maintenant, on en mesure la pertinence là aussi de tes propos, sachant qu'ils sont écrits, donc là, on n'est pas dans le volatile, hein, on est sur du concret, on peut reprendre ces pages, on peut de nouveau les parcourir.
Oui, absolument. Comme on dit, les écrits restent. Ouais, Et moi, j'essaie d'identifier les courants de la société, entre autres, ouais, et voir ces courants qui peuvent être néfastes pour nous. Parce que, par exemple, le wokisme n'est pas en train de nous entraîner dans la bonne direction. on a le Hein, le sentiment, ouais. wokisme, moi, je sais il y a 15, 16 ans, j'ai fait une vidéo dans le YouTube algérien. J'avais un couteau de cuisine comme ça à la main. C'était, le couteau était très graphique, mais c'était mon but, c'était frapper les imaginations et les esprits. J'étais en train de lutter contre l'excision, par exemple. J'étais en train Mhm. de lutter contre l'excision dans certains endroits d'Afrique. Eh ben, aujourd'hui, je vois que le progressisme et le wokisme nous ramènent l'excision sous diverses formes, chimiques, physiques, Mhm. et c'est pris en charge par les assurances sociales. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? J'étais en train de me battre il y a 20 ans contre, un, contre une dérive de vieilles sorcières qui vivent dans des villages illettrés où l'électricité n'est même pas arrivée. Et je retrouve ça aujourd'hui dans des grandes capitales européennes. Et c'est enveloppé de wokisme. Voilà. Donc, oui, c'est terrible et il faut lutter. Il faut juste pas baisser les bras et moi, je ne baisse pas les bras. Bon, Voilà. tu te doutes bien beaucoup de détracteurs sur les livres, hein, quand quand on tape ton nom, là on a matière à travailler. Oui. Ah oui, il y a matière, il faut le reconnaître. Tout derrière, le Père Noël peut apporter au pied des sapins. J'en vois un derrière toi d'ailleurs. Alors, escrologie, je parlais des titres. Hein, escrologie, voilà, je sais pas si le mot existe dans le dictionnaire du Larousse, je crois que non, mais en tout cas, on en a compris le sens. Là aussi, quand même, une dystopie, on va vers une idée un peu, j'allais dire, non pas d'une apocalypse d'un monde qui viendrait renaître, mais plutôt d'une fin de monde. On peut s'inquiéter, enfin. Qu'en est-il? C'est vrai qu'on n'a pas le sentiment d'être assis sur, comment dire, dans une prairie fleurie, mais pour autant, où va-t-on, à ton avis? Bon, Dans le déjà mur? pour les jeunes qui nous écoutent, il n'y a ni fin de monde, ni rien du tout. Tout ce qu'on vous a raconté, c'est du C'est mensonge. Allez mensonge. dormir, éteignez la lumière, allez Ouais. dormir, tout va très bien. Bon, ça va. Donc, déjà, les océans ne vont pas bouillir, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Les histoires apocalyptiques, malheureusement, ça ne date pas d'hier. Depuis toujours, Mhm. chaque génération, jusqu'à il y a 10 000 ans, avait probablement ces détraqués qui étaient en train de parler de la fin du monde. On Ouais. appelle ça souvent des cultes apocalyptiques, des gens stressés, des gens flippés et des gens qui pensent que la fin du monde arrive et parfois même ils travaillent à la ramener parce qu'ils ont un rapport un petit peu complexe avec la fin du monde. Non seulement ils la craignent, mais parfois ils veulent même accélérer le processus peut-être pour avoir raison. Alors maintenant, aujourd'hui, ça a pris des proportions, j'ai presque envie de dire bibliques, sans mauvais jeu de mots. Et en fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que les forces de l'argent se sont greffées dessus. C'est-à-dire que on a les politiques, on a les banques, on a les grands groupes d'investissement, tout ça qui se disent bon, on va utiliser cette angoisse, surtout qu'on vit à une époque d'angoisse, de toute façon. Hein. Mhm. Il suffit de regarder les indicateurs d'état mental des gens. On a de plus en plus de gens qui sont comme des légumes sur le plan mental. Hein. On n'a jamais consommé autant d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de somnifères, tout ça. Donc, chez une population qui est dans cet état, on peut très facilement faire perméer ou faire filtrer dans la population un discours apocalyptique. Alors, Mhm. on leur fait peur d'un côté, bon, discours apocalyptique, on dit oui, c'est la fin du monde, les océans vont bouillir, bon, what next, qu'est-ce que je vais faire, moi, l'océan va bouillir, moi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu vas me payer. Voilà. C'est là où ça commence à devenir intéressant. C'est pour ça qu'on va retrouver les fonds de l'argent. C'est-à-dire que c'est des milliards qui sont embrassés, c'est même des trilliards. Et c'est pour ça que j'en parle dans l'escrologie, c'est que, par exemple, à chaque fois qu'on a des COP, hein, ou même Davos Ouais, d'ailleurs, hein, ouais. c'est pareil, parce que ça se recoupe hein, en termes de préoccupation. Je vais dire, je suis désolé, hein, mais la dernière fois qu'il y a eu Davos, à 300 km autour, il n'y avait plus de prostituées, ils ont dû en ramener par jet privé. On a des milliardaires qui viennent de partout dans le monde, ils viennent faire des fêtes fastueuses, se baigner de champagne, manger du caviar et nous raconter comment il va falloir nous restreindre, il va falloir que nous on restreigne notre rythme de vie. Je veux dire, les gars, parce qu'il y a des Occidentaux aujourd'hui qui pensent, hein, on a des Occidentaux qui vivent des fois au SMIC, qui pensent que le rythme de vie est en train de détruire la planète. Mais on va penser quoi de Bill Gates? On va penser quoi de DiCaprio? Les mecs, ils ont des hélicos, des jets privés, des navires, des gens à leur service, des flottes de voitures, tout ça, et ils viennent donner des leçons. Des leçons pour dire, oui, le consumérisme effréné, il faut que ça s'arrête.
Il y a des gens ici dans ce pays qui ont des retraites de même pas 500 euros. Avec 500 euros par mois, ils peuvent aller dans le consumérisme effréné. Comment on fait? C'est pas facile. Consumérisme effréné, Ouais. 500 euros par mois? Je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est en train d'appauvrir la masse. On est en train de priver, voilà l'idée, c'est qu'on est en train de priver la masse du vital, de l'essentiel, du vital même. On a même mis en doute, hein, juste pour te dire, on a mis en doute deux choses. On a mis en doute le salbutamol, qui est la pompe là pour les asthmatiques, la ventoline, qui permet aux asthmatiques de gérer une crise d'asthme. Ouais. On a dit que ça change le climat, la ventoline. Hein. Il faut y aller mollo sur la prescription. On a mis aussi en doute ce gaz qu'on donne aux femmes qui sont en train d'accoucher. C'est un gaz, elles respirent à travers un tuyau. Et puis, c'est un gaz qui est un peu anesthétique, qui permet de réduire la douleur. Okay. On a dit que ça, il faut y aller mollo dessus aussi. Hein. Donc là, sur ça, on va mollo. Hein. Sur des choses vitales, on va mollo. Sur le jet privé, sur les missiles, sur le yacht, non, là, ça va. Là, parce que c'est pour des riches. Et là, moi, je suis... on a toujours... Toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire écrite, c'est l'histoire de la lutte entre des classes, entre une micro-minorité qui s'enrichit, qui vit sur le dos d'une majorité. D'ailleurs, c'est très simple. Je vais te donner une statistique que je donne dans un de mes livres, je ne me rappelle plus lequel. C'est très simple. Sur Terre, on n'a jamais été aussi nombreux. Tu es d'accord? Sur Terre, on n'a jamais été aussi nombreux, en humains. On n'a jamais eu autant de milliardaires et de trilliardaires sur Terre. À ce qu'il paraît, oui. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas juste un accident, ce n'est pas un artefact statistique, c'est que plus nous croissons en nombre, plus eux ils croissent en fortune. Tout simplement parce qu'ils ont des mécanismes qui leur permettent de pomper le travail des autres. Voilà, forcément, aujourd'hui, ceux qui travaillent, ceux qui se réveillent le matin, ceux qui font le plus d'efforts sont les moins payés. Et puis les rentiers sont les mieux payés. Ceux qui font rien, qui se réveillent à midi, qui font la fête, ceux-là sont les mieux payés. On ne peut pas trouver quelqu'un. On ne peut pas trouver quelqu'un aujourd'hui qui gare une Lamborghini avec un V10 à l'entrée d'un palace, vous pouvez tous aller faire votre expérience, qui soit salarié, qui dit oui, moi je travaille du lundi au vendredi, je suis salarié, je travaille, je fais un travail pénible. Ça n'existe pas. Raymond qui fait le travail pénible, qui s'épuise, qui est à l'hôpital à 55 ans, qui a éclaté son dos, qui a éclaté sa santé, tout ça, Raymond, lui, a vécu au SMIC et peut-être à la fin de sa vie, il est en train de toucher une fois 3,4 le SMIC. Donc c'est un système qui est autour de nous. C'est un système qui est fait pour que nous soyons comme des fourmis ou comme des abeilles, nous grattons au détriment de notre vie, de notre santé, pour enrichir une micro-minorité. Et il va falloir se sortir de ce jeu-là. Il va falloir révolutionner ce jeu-là, sinon on reviendra à l'âge féodal. Sinon on est en train de s'enfoncer dans l'âge féodal encore une fois. Voilà. On le voit, en tout cas des grandes inquiétudes pour toutes celles et ceux, comme tu viens de l'évoquer, qui ont des quotidiens compliqués, celles et ceux aussi qui ont des familles, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. On se soucie bien sûr de ces générations. Je voulais revenir sur cette idée là aussi du climat, avec là aussi cette histoire lunaire, puisqu'on avait eu avec HAARP, je ne sais pas si tu imbibé de ce programme HAARP, des chemtrails également, c'était des sujets, en tout cas je me suis dit, tiens, Aldostérone, ça c'est pour lui, parce que il y a un moment, après toutes ces décennies d'informations, de désinformations, de possibles, d'impossibles, pour autant on regarde le ciel, on aime bien regarder un ciel bleu, on l'a vu moins blanchir depuis Covid. Cela dit, on est toujours, comme tu viens de l'évoquer, finalement, j'allais dire j'ai pas le bon mot parce que je suis pas aldostérone, mais j'allais dire, on est parqué, on est finalement, j'avais esclaves qui venaient, mais un peu ces esclaves modernes, civilisés, en tout cas, c'est nous qui produisons de l'énergie, mais c'est pas nous qui en profitons en premier chef. Oui, en fait, oui, en termes d'esclavage, c'est vrai que nous sommes, nous, les salariés, oui, ceux qui bossent, quoi. Ce qu'on appelle le prolétariat. Ça signifie que nous ne disposons pas des outils de production, c'est nos seigneurs qui disposent des outils de production. Ils ont le monopole des outils de subsistance et nous devons aller travailler chez eux, nous devons labeurer chez eux pour avoir de quoi manger et nous sustenter. Ça, c'est ce qu'on appelle le prolétariat. Le prolétaire, même si socialement c'est une construction sociale plus élevée que l'esclave, il vit dans de pires conditions que l'esclave. Parce que l'esclave, lui, ne subissait pas la compétition. Il n'y a pas de compétition. L'esclave, il est là, il a un seul maître. Il est acheté une seule fois et il travaille pour un seul maître. Il ne va pas lui dire, ouais, cette année, les récoltes ont été mauvaises, on n'a plus besoin de toi, tu peux partir. L'esclave, il ne part pas. On s'en occupe bon an, mal an. Alors que le travailleur, aujourd'hui, il doit se vendre à différents maîtres en fonction des saisons,
avec des bons et des mauvais jours. Des fois, il trouve un travail, des fois, il ne trouve pas. Quand on n'a plus besoin de lui, ben, on le congédie. On n'est plus responsable de lui. Voilà. Sinon, par rapport à l'histoire dont tu as parlé, c'est une histoire extrêmement complexe, la Oui, géo-ingénierie. ah, c'est très Alors, la complexe. Ouais. géo-ingénierie, ce que je peux te dire vraiment en substance, vraiment résumé, même si je pense que je devrais peut-être un jour m'asseoir et peut-être faire une vidéo de 3 heures pour expliquer les tenants et les aboutissants, il y a deux choses. Comme dans beaucoup de dossiers qui nous entourent, il y a la partie réelle, il y a la partie fantasme aussi. Alors, la partie réelle, il y a bien des efforts de géo-engineering. Ça existe. Mhm. C'est même déclaré, il y a même des sites appartenant à Oui, l'ONU et tout, et on peut voir des programmes, il y a régulièrement des appels de la part de Bill Gates et autres avec des projets farfelus, parfois de bloquer le soleil en balançant des particules réfléchissantes très haut dans le ciel et tout ça. Il y a des vrais projets documentés. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des sites dits conspirationnistes. C'est officiel et ça existe. Il y a aussi des efforts, par exemple, quand j'habitais en Suisse, il y avait les vignerons qui des fois étaient frustrés parce que quand on regarde les coteaux, par exemple du Lavaux, près du lac Léman, eh ben, des fois il y a des nuages qui viennent s'accumuler, qui viennent s'accrocher aux montagnes, ouais. mais il pleut pas. Il pleut pas. Alors c'est très embêtant parce que le nuage, il reste là 2-3 jours, puis bam, il part. Et après la vigne, eh ben, si elle a besoin d'eau, on est très embêté. Mm. Donc est-ce il y a la possibilité, certains vignerons utilisent des sortes de canons Oui. pour tirer Nitrate pour tirer d'argent. dans le nuage. Voilà. Ça explose. Alors, je crois que c'est à base de nitrate d'argent et Mm. de solutions comme ça. Ça permet justement aux gouttelettes d'eau de se former, de devenir suffisamment lourdes pour tomber. Attendez, Donc, ouais. on peut manipuler des nuages comme il le fait là à un niveau local et tout. Bon, ça, c'est la partie vraie. C'est une partie qui existe, documentée et tout et tout. La partie qui tient, à mon sens, du fantasme, c'est la partie où quelqu'un va dire, tu vois cet avion d'Air France, ou cet avion d'EasyJet, ou Ryanair, ou n'importe quelle compagnie qu'on prend pour aller en vacances ou en voyage, eh ben, il est bourré, il a un réservoir secret de produits Il nous chimiques, et on propulse. remplit les produits chimiques pour les balancer. Mm. Ça, non, ça marche pas comme ça, ne serait-ce que parce que tout ce qui est dans un avion est tellement, la moindre vis est C'est... tellement réglementée, Oui. laisse tellement de paperasse derrière elle. Mm. Et quand on regarde un avion qui est parqué, hein, regardez, la prochaine fois que vous êtes dans un aéroport, vous regardez un avion qui arrive, je sais pas, Qatar Airways, Emirates, peu importe, vous allez voir qu'il sera entouré de gens qui viennent de diverses compagnies. Ce pas des gens qui travaillent pour les services secrets. On a une compagnie qui fait le nettoyage, une autre qui fait le catering, qui ramène la bouffe. Oui, c'est On a très... une compagnie qui fait le service au sol, plein de boîtes, et plein de gens sont autour de l'avion, et l'avion est dépouillé complètement à l'escale. Les passagers sortent, les bagages se vident, et il n'y a rien. C'est comme une canette de soda. Il y a des sièges en haut, du vide en bas. Voilà, il n'y a rien d'autre. Alors, on vide le réservoir des toilettes, on remplit le réservoir d'eau. S'il y a un four micro-ondes qui a grillé durant l'étape, ben on le remplace, tout ça. Mais il n'y a pas de bonbonnes de produits chimiques qu'on va balancer sur la population. Et si elles existaient, juste pour te dire, si elles Oui. existaient, elles devraient avoir dans le tableau de bord de l'avion, elles devraient avoir des pages et des pages de documentation. Elle devrait avoir des certifications, parce qu'on ne peut pas mettre un objet dans l'avion sans le certifier. Elle devrait avoir des fusibles circuit breaker qu'on doit pouvoir tirer au cas où. Imaginons que la pompe du produit chimique qui balance le produit chimique s'emballe en vol, on fait quoi? L'avion prend feu. Donc il faut des circuits pour déconnecter le produit chimique et tout. Et ça laisserait, même dans le tableau de bord de l'avion, ça laisserait énormément d'instruments et de boutons et tout ça. Et cela n'existe pas. Personne ne les a vus. Voilà. Alors justement, Aldo, parce que je parlais de tes idées, de ton discours, j'allais dire de l'écrivain, forcément, du chroniqueur, plus que ce mot qu'on n'aime pas, d'influenceur en tout cas, à l'instar de nos anciens trouvères ou troubadours, porteurs d'histoire. C'est vrai que sur les détracteurs, je voulais aussi terminer cette rencontre avec cette approche et ce qu'on appelle aujourd'hui le sourcing. De plus en plus, finalement, on peut être un observateur. Je n'ai pas à trahir là aussi les origines des sources, bien sûr, hein, mais c'est comment d'un seul coup on arrive à documenter autant de sujets parce que j'allais dire ce monde est complexe, on a bien compris que c'était un grand système où tout se mêlait, tout s'oppose également entre les Américains, les Chinois, les Russes hein, et tous les autres. Dieu que c'est compliqué cette planète. Et c'est vrai qu'il y a un moment, enfin, redistribuer l'information nécessite peut-être, et beaucoup de gens t'ont pointé en disant mais ouais, cet homme-là ne source pas ou du moins ne donne pas les informations. Qu'en est-il? Parce que sans
sans trahir là aussi le secret de la remontée de l'information, mais c'est vrai que beaucoup de gens, à un moment ou un autre, se veulent plus factuels et où la documentation est listée, entre guillemets. Bien sûr, non, je les comprends et c'est une demande complètement légitime, effectivement. Maintenant, ce que je fais, c'est que dans mes livres, je source pas directement, mais indirectement. Ça Mhm. signifie, quand je suis en train d'écrire un événement, par exemple, si j'évoque l'assassinat de Kennedy, je ne vais pas le sourcer. Pour moi, c'est un événement d'une notoriété telle que chaque personne est censée le savoir ou être capable de le savoir. Je ne vais pas détailler. Quand je parle du nombre de balles, et ils l'ont pris à tel endroit, tout Ouais. ça, je ne vais pas donner de source. Je pense que n'importe qui est assez grand pour les trouver. Dès que je sens que je suis sur quelque chose peut-être qui va gêner certains, je donne les sources sous la forme suivante. Je donne les noms des protagonistes, D'accord, ouais. je donne les dates, je donne les lieux. Mhm. C'est dans le texte. Donc quelqu'un peut s'arrêter et dire, là mais Aldo c'est pas possible, ce qu'il raconte là, moi je l'aime bien Aldo, mais là ce qu'il raconte c'est un peu trop là. Donc la personne peut juste s'arrêter et dire, bon stop là, stop, arrêt sur image. Ah bon, il dit telle personne, tel nom, tel machin, telle date. Il faut prendre son moteur de recherche préféré, commencer à chercher. Parfois, il faut chercher 5 minutes, parfois il faut chercher 2 heures, parfois on va trouver peut-être juste un seul hit et c'est peut-être un livre. On va aller sur Amazon ou ailleurs, on va trouver que le livre est épuisé d'édition. On va peut-être aller sur eBay, acheter le livre. Mhm. On va peut-être aller chez des collectionneurs, on va écrire des emails à ses contacts. Vous n'aurez pas ce livre. Et finalement, quelqu'un dira, ah oui, je l'ai. On l'achète. Voilà. Ça m'est arrivé d'acheter des livres qui, à l'époque où ils se vendaient, ils se sont vendus à 5 euros pièce. Ça m'est arrivé de les acheter pour 350 euros le livre. Ouais, c'est Pourquoi? vrai. Parce que Mhm. simplement, il y a un seul collectionneur qui a un seul exemplaire qui dit, bon, moi, c'est 350 euros, sinon je ne le vends pas. Et Ouais. j'avais besoin de 3 pages de ce livre. 3 pages. Mhm. Voilà. Donc, il faut aller chercher l'info. Ouais. Et puis à partir de là, donc moi, ce que je cherche à dire aux gens, et le réflexe que je cherche à développer, c'est apprendre à pêcher. Pas. Parce que, de toute façon, je peux prendre mon livre, mettre à la fin de celui-ci 50 pages de liens et tout ça. Est-ce que les gens vont réellement aller rentrer ces liens et cliquer et tout ça? Probablement pas. Et probablement, le temps qu'ils regardent ces liens, il y aura déjà un bon 10% qui sera plus en ligne ou qui aura changé. Donc, c'est très sourcé, mais de manière subtile. Mais ce n'est pas sourcé comme une thèse académique, où il y aura toujours tous les 3 mots, je mets un astérix, renvoie en bas de page, tel site, tel Ouais. machin. Voilà. Mais pour te dire un truc, si tu regardes mes livres, j'ai été sensible à cet argument et je pousse de plus en plus la documentation. Okay. Par exemple, si tu regardes l'astrologie, il est beaucoup plus documenté, dans le sens où j'explique, que mes précédents livres, parce que j'ai senti qu'il y avait ce besoin-là. Donc, autant j'ai compris ce besoin, mais je ne vais pas aller jusqu'à mettre 50 pages de liens, mais maintenant dans le texte, astrologie, je l'ai fait beaucoup, beaucoup. Et dans mon prochain livre, je le fais encore plus. Voilà. Alors, c'est vrai, je me suis amusé parce que j'aime bien avoir quelques regards, mais il y avait du Powells ou du Jacques Bergier chez toi, c'est-à-dire des hommes, des écrivains, des femmes aussi, bien sûr, mais qui sont là à marquer notre temps, à nous intriguer, à nous interroger, euh, tout en nous romançant. Et je trouve que c'est assez précieux par ces temps modernes justement de romancer des fois l'inromançable certainement, mais en tout cas de nous mettre dans ces verbes. J'allais dire qu'Adolphe pour présenter, parce que c'était cette émission de rencontre et finalement de témoignage sur NTV, c'était, je repensais au livre jaune du siècle dernier, je ne sais pas si ça te parle, c'était ces petits documents où il y avait plein de questions, un peu avant complotisme, avant que celui-ci vienne en tout cas nous narguer. Je trouve que tu es dans cette veine justement de ces chroniqueurs qui interpellent, qui agitent les neurones, comme je l'évoquais, à tort ou à raison, parce que je pense que la vérité, après, chacun la prend et la consomme et la consume, vais-je dire. Et je crois que à défaut de jeter l'opprobre, c'est toujours bon d'écouter, j'allais dire, des gens qui portent avec, j'allais dire, gloire, là aussi, de l'information qui des fois est gênante. C'est ça pour moi, Aldo stérone. Surtout que je suis allé voir dans le dictionnaire parce que j'étais sûr que c'était une maladie, le aldostérone, mais ce surnom a été une évidence. Ouais. Oui, c'est une molécule. C'est une molécule. J'avais besoin d'un surnom qui.
lorsqu'on l'entend, on sait tout de suite que c'est un surnom. Ouais, Et donc, j'ai pris le nom de la molécule qui s'écrit en un seul mot, ouais. aldostérone. Aldostérone, ouais. Et puis, voilà, puis j'ai divisé en deux. Je me suis dit, tiens, ça sonne bien, ça. C'est Ouais. tout, hein, c'était C'était juste. tout toi? Ouais. Oui, Aujourd'hui, pour terminer cette rencontre matinale, on parlait d'actualité tout à l'heure. On voit que les livres sont là. En tout cas, ils se documentent. Des fois même un peu prophétiques. Hein, il faut, il faut peut-être en convenir. Euh, voilà, on va avoir une grosse année 2025 version aldostérone parce que là, t'attaquais dernièrement, là encore avec l'arnaque de l'or. Comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est pas les sujets qui vont manquer. Ça, on en est sûr. On s'attend à du grand croustillant pour après que Papa Noël soit venu nous gâter? oui, absolument. C'est-à-dire que l'année 2025 va être une année très spéciale. Ça signifie qu'aujourd'hui, par exemple, si on regarde à la Maison Blanche ne mène pas le bal, vraiment, parce qu'il Hmm. y a un homme amoindri, un homme sénile. On ne sait pas vraiment si c'est lui qui dirige le pays ou pas. Probablement pas. Et là, on va voir l'arrivée d'une nouvelle équipe. Cette nouvelle équipe veut révolutionner les États-Unis. On a le Parce qu'en sentiment, ouais. réalité, ouais, et parce que Trump, il ne veut pas révolutionner parce qu'il veut révolutionner. Ce n'est pas idéologique. C'est très simple. Mathématiquement, les États-Unis sont en faillite. Soit ce pays se révolutionne, vraiment, signifie dans la douleur, soit il va partir dans la faillite très très profonde et ça va être il y a des millions de gens qui ne travaillent pas, qui vivent avec des timbres alimentaires, il y a beaucoup de gens qui sont armés hein, dans ce pays. C'est Hein, les vrai. statistiques, Hmm. ils ont plus d'armes que de citoyens. Signifie si demain ça chauffe et que les gens ont l'esprit échauffé et le frigo vide, c'est un pays qui peut devenir extrêmement brutal en 24 heures. Hein, voilà. Donc, je pense que l'équipe Trump va vouloir changer ça aux États-Unis, Ouais. va vouloir redonner un nouveau souffle. Maintenant, la question que je me pose, et malheureusement on commence à entrevoir les réponses, c'est que va faire la France là-dedans? Que va faire l'Europe là-dedans? Et j'ai l'impression que l'Europe ne veut pas jouer cette carte. Ça signifie parce que l'Europe, elle a deux choix en réalité. Premier choix, c'est de dire, il y a une nouvelle donne qui vient des États-Unis, on va suivre cette donne. On va partir nous aussi vers une donne où on va défendre nos intérêts nationaux, nos souverainetés, réduire les impôts, réduire la réglementation, tout ça, ne serait-ce que pour être compétitif face aux Ouais. États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, on est mort face aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir que une régulation, un règlement, une loi, c'est une taxe. Pourquoi? Parce que de l'entreprise, ça se vit comment? Il y a une nouvelle loi qui me tombe dessus, je suis patron, je fais quoi? Je suis obligé de me mettre en conformité. Pour me mettre en conformité, je dois payer de l'argent, Hmm. payer des gens. Voilà, donc c'est une taxe quelque part. Donc l'Europe est en train d'étouffer sous des taxes et des réglementations qui sont en train de bloquer l'initiative et créer une situation dans le jeu de la mondialisation où on a zéro chance. Voilà, on peut produire ailleurs moins cher, on peut produire ailleurs mieux, plus rapidement, développer plus vite, alors que l'Europe, on serait toujours en train de parler du sexe des anges, comme on dit. Donc, il y a ce parcours, faire comme Trump fait chez lui, qui est la seule manière d'être compétitif. Sinon, faire l'opposé, Oui. se radicaliser. Ça signifie dire, ah, Trump, il va aller dans cette direction, eh ben nous, l'Europe, parce que l'Europe, c'est aussi donner des leçons. On va lui montrer que nous, on est plus vertueux que lui. On va lui montrer que nous, on va faire plus pour préserver le climat, pour préserver l'environnement, pour préserver la nature, pour préserver l'Ukraine. On va vivre, et c'est l'impression que je vois, on va nous enfoncer dans ce qui a fait notre faillite jusqu'à maintenant. Et là, on risque d'y aller beaucoup plus vite. Voilà le risque. Bon, on sera amené à te suivre, on sera attentif. Je pense que là aussi, un petit peu, s'aérer les oreilles et se mouvementer les neurones un petit peu, comme un petit médicament matinal, un peu d'aldostérone ne nuira pas. J'allais dire, pour terminer, là aussi, un petit peu en forme de boutade et à t'entendre juste avant, ça me rappelle ce film qui était loin finalement d'être une utopie. C'était Wargame ou Warzone sur des journalistes suite à un coup d'État aux États-Unis. On voit bien que finalement, c'est sorti il y a un an ou deux, un très bon film d'ailleurs sur le journalisme, qu'on peut être imbibé quand même, je dirais, d'inquiétude. Je voulais terminer avec une note sur le sourcing, parce que tout à l'heure, je t'ai sollicité pour ça. Je me suis dit quand même, est-ce que cet homme-là ne va pas chercher chez Bart Simpson des informations Bart Simpson, tu sais le dessin animé, Bart Simpson, les Simpsons. Non, Ah, les Simpsons. ah ouais, moi Mais je pensais, non, je me suis dit, cet non, homme-là, jamais. t'as pas été imbibé de cette culture Simpson, parce que il paraît que tout est prophétique Non. chez les Simpsons. Quand j'étais enfant, j'étais plutôt pif, Ah oui, pif ok, magazine bon, avec son bah, gadget tant pis et pour moi. science et vie. Ouais, Voilà.
j'étais plus là. Et par rapport au cinéma, tu as cité un film qui est sorti il y a 2 ans. Alors, je peux te dire tout de suite, je regarde presque plus rien de ce qui est sorti à partir des années 80. Et Ok. tu arrives jusqu'à maintenant. Mais très bon Presque film rien. à conseiller parce que là aussi, un vrai regard journalistique sur une société qui peut changer très rapidement, ça nous interpelle. On voit bien que là, encore une fois de plus, c'est pour ça que je le citais, on a besoin de ces chroniqueurs, de ces journalistes, de tous celles et ceux qui, au quotidien en tout cas, prennent le temps de l'observation et puis de la reformulation. Et je crois que ça nous est précieux, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, j'allais dire, peu importe, l'important c'est que des gens comme vous puissiez être là. En tout cas, c'est une conviction. Merci, merci beaucoup pour ces encouragements. Bah, Et je sais merci pas à si... tout le monde qui me soutient. Oui, Merci parce que... je tiens vraiment à remercier les gens qui me soutiennent en ligne parce que quelque part, moi je suis en train de faire le travail, je suis en train de faire le combat pour des gens qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont leur travail, ils ont leurs enfants, tout ça. Moi, mon travail, c'est de combattre. Ça signifie effectivement, tu dis le sourcing. Oui, moi j'ai le luxe, je peux me permettre le luxe de prendre un livre et passer 12 heures à le lire. Et le finir en une journée s'il le faut. Et l'avaler, puis contacter l'auteur et acheter un autre livre. Et les gens ne peuvent pas faire ça. Mais voilà, grâce à leur soutien, j'arrive à faire ce travail pour eux aujourd'hui. Bon, on va être attentif dans les heures ou jours qui vont suivre, bien sûr, sur ta chaîne YouTube, pourvu qu'elle perdure, parce qu'on sait que YouTube et ses algorithmes ne sont pas toujours des amis, proches en tout cas. Donc il faut là aussi être vigilant aux mots et aux tenues, en l'occurrence. En tout cas, ravi de cet échange, Monsieur Aldostérone. En tout cas, c'est important que nous puissions nous aussi documenter celles et ceux qui nous documentent. Ça fait partie, j'allais dire, du jeu médiatique en tout cas. Au plaisir, en espérant que Noël nous apporte là plein de beaux livres à lire. Parce que je crois qu'il Merci. y en a de croustillants et de bien polémiques en tout cas pour celles et ceux qui veulent se réinventer leur histoire. C'est jamais facile, on l'évoquait tout à l'heure et je voulais terminer avec ça. C'est quand finalement on a des acquis et qu'on se sent trompé, le chemin arrière, en tout cas humainement, est très 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 compliqué. On voit bien que la propagande a tous ses effets et que Dieu qu'il est difficile dès qu'on a manipulé les masses individuellement de faire changer, je dirais, les avis. Absolument, ouais, absolument. Mais on les changera, ces avis. On va les aider à changer. Bon, ben, en tout Et cas, la vérité, merci, merci, il y a une nouvelle molécule, c'est l'aldostérone. Merci à toi, Aldo. Et puis, merci. au plaisir de se retrouver. Au plaisir, merci.